Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du Laboria, donc le dernier webinaire du cycle sur le Laboria exploré. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'outils, d'outillage, de ressources pratiques et concrètes pour anticiper et pour comprendre les impacts de l'IA au travail. On va parler de ça avec nos invités. Et puis, pendant toute la durée du webinaire, on va vous inviter à poser vos questions dans l'onglet dédié questions et on gardera un temps à la fin pour échanger ensemble, répondre à vos questions et vous donner des éléments complémentaires. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Magali Bounet de la MADEC au ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles qui va nous dire quelques mots d'introduction et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Julia, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui ce webinaire Laboria Explorer, s'outiller pour anticiper et comprendre les impacts de l'IA au travail. Donc ce webinaire, ce troisième webinaire fait suite aux deux précédents, l'un qui était dédié aux grands enjeux de l'IA au travail, l'autre au dialogue social technologique. Pour rappeler que le Laboria, c'est un partenariat entre le ministère du Travail et INRIA, un partenariat de 5 ans, entre 2021 et 2026, que le Laboria a eu sa première phase de travaux à travers le Laboria Exploré, avec des travaux qui ont été réalisés par Matrice. Donc, dans cette première phase, l'idée était bien de pouvoir étudier au plus près du terrain, à travers des enquêtes, étudier les enjeux d'appropriation de l'IA dans le monde du travail. Donc, de cette première phase, donc, est donc sortie une étude avec un certain nombre de constats et de recommandations, mais le Laboria Exploré, dans sa deuxième phase, c'est aller plus loin, à travers toujours des travaux réalisés par Matrice. C'est bien de pouvoir élaborer des outils qui soient pratiques, accessibles notamment aux TPE-PME, et qui permettent d'outiller l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, pour une intégration d'IA qui soit réussie, mais aussi respectueuse des enjeux humains. Donc c'est bien ce qui va vous être présenté aujourd'hui, des outils, donc trois grands outils. Un guide de déploiement de l'IA, un autodiagnostic et un jeu de cartes. Donc voilà, merci à toutes et tous de votre présence. Je remercie d'ores et déjà Yann Ferguson d'INRIA et Nora Goulard de Matrice. Je leur laisse la parole et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup Magali pour cette introduction et ce rappel de ce qu'est le Laboria. Et donc en tant que directeur scientifique du Laboria, je suis vraiment ravi qu'on se retrouve pour ce troisième webinaire concentré autour des ressources. Alors pour rappel, hein, le Laboria, effectivement, sa première mission, hein, c'est de produire des connaissances sur le sujet de l'intégration de l'IA dans les environnements de travail, sachant qu'il existe de très nombreux travaux de par le monde sur le sujet de l'IA et de son intégration dans les organisations, et aussi des travaux sur ce qu'on appelle souvent le future of work, l'impact sur l'emploi, et que le Laboria s'est très vite positionné à la suite d'un séminaire scientifique, il y a eu déjà il y a quelques années, sur le fait de plutôt éclairer des situations de travail par des entretiens, des observations non participantes, plutôt que de prédire d'une certaine façon l'impact massif ou quantitatif sur l'emploi, même si évidemment ce sont des travaux que nous suivons de près, et bien plutôt d'adopter des démarches plus dites qualitatives, non pas parce qu'elles seraient de meilleure qualité, mais parce qu'elles adopteraient ces principes méthodologiques qui essayaient plutôt de rendre compte du travail en train de se faire actuellement avec l'IA. L'état du sujet, l'état de maturité du sujet, l'état économique, l'état technologique, mais aussi l'état social du sujet. Donc nous nous concentrons sur le travail en essayant de rendre compte de cette expérience de travail qui est en train de progresser. Travailler avec l'IA, qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà. Et donc, nous avons effectivement, avec Matrice, qui est un acteur historique hein, du Laboria, produit des travaux de recherche qui sont le fruit d'observations de terrain, d'entretien avec les utilisateurs, avec leurs collègues, avec leurs managers, avec les dirigeants qui avaient décidé d'investir dans ces solutions, essentiellement parce qu'on a démarré en 2022 autour de cas d'usage, hein, c'est-à-dire des solutions déployées autour de verticales très précises, hein, c'est-à-dire on conçoit un système pour réaliser des tâches qu'on a identifiées comme potentiellement traitables, adressables par l'IA. Et puis progressivement est arrivé, rapidement est arrivé l'IA générative avec cette fois-ci des approches peut-être moins verticales, plus générales et des modalités d'utilisation différentes. Là, dans cette version hein, du Laboria Exploré, on était plus précisément sur ces cas d'usage pour lesquels on a produit des rapports assez épais, hein, assez importants, essayant de véritablement décrire finement hein, cette réalité de l'IA au travail. Qu'est-ce que l'IA fait aux situations de travail, aux travailleurs, aux collectifs de travail, aux organisations, au dialogue social? Et en retour, qu'est-ce que le travail, le dialogue social, les organisations, les managers font à l'IA? Parce qu'il y avait un effet évidemment de redéfinition un peu de ces outils à mesure qu'on essayait de les intégrer. Pour autant, notre vocation, c'est aussi d'apporter des ressources aux acteurs de terrain, des ressources opérationnelles, actionnables hein, par les acteurs de terrain. Et par acteurs de terrain, on entend l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Hein. C'est-à-dire que nos outils ne s'adressent pas à des accompagneurs, des gens qui sont voilà, des accompagnateurs du changement, ne s'adressent pas aux dirigeants exclusivement, en tout cas, ne s'adressent pas aux partenaires sociaux, aux représentants du personnel exclusivement, il s'adresse à l'écosystème, à l'ensemble des parties prenantes, en essayant de faciliter leurs échanges voilà, autour de ces projets d'IA. Et donc, on a travaillé avec Matrice, qui a été à nouveau choisi pour accompagner le Laboria sur le design de ces outils. Hein. On a essayé d'embarquer les enseignements de nos productions, mais aussi les enseignements de ces déplacements sur le terrain, en fait, hein, de ces expériences multiples qu'on a pu observer, dont on a été parfois acteur. Et donc, l'idée, c'est d'embarquer nos observations, nos travaux de recherche dans des ressources, sachant qu'une des grandes missions du Laboria, c'est d'être un centre de ressources en temps au sens large, produire des études pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont le temps de les lire, mais aussi des ressources plus opérationnelles pour ceux qui sont en train hein, de rentrer dans le dur du sujet, intégrer l'IA dans leur organisation, et avec une difficulté parfois, c'est on ne sait pas par quel bout le prendre. Et sa difficulté est importante puisque on sait aujourd'hui que un très grand nombre de projets ne passent pas la période d'essai, hein, pour reprendre la métaphore du travail, c'est-à-dire après une phase d'expérimentation globalement jugée satisfaisante, eh bien le déploiement de ces solutions eh bien, est problématique. Hein. On ne sait pas véritablement par quel bout l'attraper. Et parfois, en tout cas, c'est une des hypothèses fortes du Laboria, parce que le sujet du travail est le sujet de la transformation de l'activité, des gestes professionnels, du collectif de travail, est arrivé un peu dans un deuxième temps. Hein, à l'issue de projets qui ont d'abord été pilotés selon des logiques d'innovation. Voilà. Une approche plutôt un peu techno-centrée, on va dire, hein, parce que l'IA est un sujet complexe, parce que l'IA déjà challenge beaucoup les experts hein, sur comment on passe d'un modèle à une solution. Eh bien, le sujet travail arrive peut-être dans un deuxième temps. Et donc, il faut vraiment aborder ce qu'on va vous proposer, ces outils, comme une manière de prendre ces sujets de manière plus précoce et comme partie prenante à part entière hein, de ces projets d'intégration de l'IA. Voilà, en guise d'introduction, pour vous dire que là, nous allons vous proposer de vous présenter les outils qui sont issus des travaux de recherche qui ont été menés lors des 2 précédentes années et que pour les travaux de recherche en cours hein, que nous menons, eh bien, nous avons vocation à systématiquement essayer de voir comment on peut convertir des travaux d'études et de recherche en ressources. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la culture à long terme du Laboria. Et puis, comme on vous l'avait dit
lors du précédent webinaire, nous avons aussi vocation à valoriser des ressources qui n'ont pas été créées par le Laboria, qui ne sont pas le résultat de travaux du Laboria, mais qui sont le résultat de travaux que nous considérons comme relevant de la même préoccupation du Laboria et dont nous estimons qu'ils ont une valeur vraiment centrale pour porter le sujet qui nous importe, à savoir intégrer le sujet du travail comme élément de réflexion à part entière d'un projet d'IA. Voilà en guise d'introduction et donc pour vous parler de ces ressources qui ont déjà été publiées sur notre site et on a déjà quelques retours d'utilisateurs. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Enora Goulard. Bonjour Enora. Et qui a été évidemment qui pour Matrice a été une actrice majeure de la conception de ces ressources. Enora, je te laisse présenter Matrice rapidement et te présenter. Merci beaucoup Yann pour cette introduction qui est très claire et donc je vais m'appuyer là-dessus puisqu'on partage des convictions communes sur ce défi d'outillage au service des travailleurs. Matrice, très rapidement, c'est un institut d'innovation technologique et sociale avec un défi collectif qui est de penser des modèles de société soutenables pour les 30 prochaines années. Et pour ça, on va allier différentes disciplines au sein de nos équipes. Donc, on va travailler entre sociologues du travail, designers, data scientists, prospectivistes pour concevoir des projets multidimensionnels, mais surtout en phase avec ces défis complexes des sociétés. Et donc, dans ce cadre-là, je dirige l'activité et j'ai suivi le projet Laboria et surtout accompagné ces derniers mois de travail sur justement ce défi-là qui est, nous avons sorti des résultats de recherche, produits de la connaissance qui a véritablement fait évoluer cette réflexion autour des enjeux de l'IA au travail, qui est un axe en tout cas de recherche qui n'est pas encore très très exploré en France, avec des conclusions de terrain véritablement intéressantes qui deviennent très vite obsolètes puisque l'IA générative est arrivée ensuite et donc des nouveaux systèmes d'IA arrivent constamment. Néanmoins, comme l'a dit Yann juste avant, l'expérimentation aujourd'hui, c'est toujours un véritable problème. Les projets passent difficilement en déploiement. Donc en fait, on retrouve des logiques méthodologiques ou de déploiement systématiquement défaillante parce que voilà, c'est notre conviction et selon nous que le travail est en effet arrivé ensuite, du moins que les acteurs qui ont tenté de déployer des systèmes d'IA, on peut considérer cette dimension-là qui est pourtant notre boussole à tous. C'est pourquoi, plutôt que de faire des outils de communication, on s'est demandé comment on pouvait plutôt faire des outils qui allaient servir s'inscrire dans le temps, leur offrir une certaine pérennité et qui puissent être la boussole de ceux qui se posent des questions et qui n'ont pas forcément toujours la capacité de s'outiller de manière payante. Donc, quand je dis payante, c'est de se doter d'une ressource qui deviendrait Chief AI Officer dans la structure ou de payer une horde de consultants qui viendraient les accompagner dans cette transformation. C'est une transformation digitale et technologique comme on en a connu avant, mais c'est une transformation rapide et intense puisqu'elle concerne, et Yann l'a dit aussi précédemment, l'ensemble des métiers de l'organisation, là où dans le passé, on a connu pas mal de logiciels de type ERP ou spécifiques qui allaient toucher un département. Et donc, la transformation et l'accompagnement allaient être en tout cas mieux pensés et allaient avoir moins d'impact. Le défi aujourd'hui, ça c'est le préambule de cet outillage avant de vous le présenter en détail, c'est vraiment de se dire... tout le monde s'est inscrit dans cette fuite en avant de l'IA et je vois que le nombre de participants atteste de défis collectifs. Néanmoins, il y a une urgence de ralentir ou du moins de faire les choses dans le bon sens. Et on parle beaucoup d'acculturation. Et notre conviction, c'est que les outils qu'on va vous présenter là, et il y en aura d'autres à l'avenir dans les futures phases du Laboria, c'est que ces outils servent à l'acculturation.
c'est-à-dire que l'acculturation, c'est un partage de fondamentaux autour de l'IA, et ça, on est convaincu qu'il y a plein d'autres choses pour ça. Il y a même ChatGPT qui vous décrira l'histoire de l'IA de manière peut-être approximative, mais vous donnera des clés de lecture et des connaissances. Mais on est convaincu que l'outillage va servir, lui, à apporter du questionnement. Et ce questionnement participe à l'acculturation collective de l'IA en entreprise. Et donc, on va vous montrer, c'est évidemment pas des modes d'emploi, mais c'est vraiment des outils structurants pour amener ce sujet-là aux bons endroits dans l'entreprise, en discuter individuellement, mais surtout collectivement, pour monter en fait en connaissance sur le sujet et parvenir à ôter toute cette dimension de défiance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'IA et qui crée de l'inertie dans les organisations, de la peur ou même des mauvais investissements au sein des entreprises. Super Enora, voilà, moi ce que je vais vraiment retenir dans ce que tu as dit, hein, c'est ce ne sont pas des modes d'emploi. Voilà, c'est pas un mode d'emploi, on suit la recette en bon élève, et puis à la fin on a bon. On n'est pas on n'a pas la prétention de dire qu'on a trouvé le chemin magique pour réussir les projets d'IA. Le chemin, il est assuré, c'est le deuxième point que je veux, il est construit collectivement. Voilà, il est construit collectivement, tu l'as dit plusieurs fois, c'est pour les collectifs, ce n'est pas pour des individus, ce n'est pas pour des experts, c'est vraiment la façon dont on a pensé ces ressources, hein, c'est de faciliter les échanges de toutes les parties prenantes d'un projet IA, hein, pour un peu les guider sur des points clés qu'on a identifiés sur le terrain comme étant les points un peu rotules, hein, de ces projets. Et puis, tu ne l'as pas dit, et le mot est, et j'en suis bien content, on ne parle pas d'acceptabilité, hein, ce ne sont pas des outils pour convaincre du bien fondé de ces projets d'IA, ce ne sont pas des outils qui sont là pour générer de l'adoption, hein, nous sommes sur de l'appropriation. L'appropriation, c'est vraiment avoir des collectifs de travail, des professionnels qui considèrent l'IA comme leur outil, comme un outil qui leur permet de faire du bon travail. Voilà, et c'est vraiment là-dessus qu'on insiste. Il y a évidemment tout un tas d'experts, hein, qui vous diront que l'IA est une nécessité, l'IA, il faut être pragmatique, est une obligation, etc. Il y aura probablement de l'IA dans de très nombreux métiers dans les années à venir, mais le chemin pour y aller appartient à chaque organisation. C'est à chaque organisation de le construire en fonction de ce qu'il est, en fonction des métiers qu'il réunit et la façon dont il imagine la meilleure manière de travailler individuellement et collectivement. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit-là, dans cette philosophie-là, et on n'est pas dans de l'aide à la décision, hein, on est bien dans de l'aide à la réflexion collective. Donc, merci Enora pour ce préambule. Et ben, on va directement passer, parce que je sens l'impatience là de toutes les personnes de dire ok, mais alors les outils, parlons-en. Là, ils sont en train de nous faire monter la pression, la sauce, de nous teaser à mort. Donc, on va directement basculer sur une première ressource, Enora, que tu vas nous présenter, le guide de déploiement de l'IA à destination des dirigeants de TPE, PME. Alors, le titre est déjà assez long et on ne voulait pas en rajouter, mais vous avez des guides, vous avez des ouvrages aussi, hein, sur le sujet, comment intégrer l'IA dans la PME. Il y en a des bons, des pas bons, des très bons, etc. On n'est pas en train de dire qu'on sait mieux, on n'est pas en train de dire qu'on fait la même chose, etc. On est en train de dire que nous, notre guide, il est vraiment sur le sujet du travail. Voilà, hein, c'est un guide, on va dire, du déploiement, on va dire, social, au sens orienté vers l'activité professionnelle, hein. On n'est pas en train de vous dire comment designer un cas d'usage, hein. On va vous raconter comment on pense qu'il faut accompagner ce sujet-là sur le plan du travail, hein, et comment mettre le travail au cœur de la réflexion. Je te laisse, Enora, nous présenter cette première ressource. Je vous présente en effet cette ressource comme la ressource chapeau, puisqu'elle va héberger en fait les deux autres outils qu'on vous présentera ensuite. Ce guide du déploiement, c'est aussi, on va dire, la charnière entre les résultats de recherche. Et si vous avez suivi depuis plusieurs webinaires les travaux du Laboria Explorer, ça a d'abord été un rapport d'études et une synthèse communicante d'une 20aine de pages. Le défi étant dans ces outils de retrouver
toute la valeur scientifique de cette recherche qui a duré 2 ans. Et donc, vous allez avoir dans ce guide du déploiement de l'IA à la fois une partie explicitation dans le sens vulgarisé, mais sans altérer la profondeur scientifique de la recherche. Donc, une explicitation un peu de nos conclusions de ces 2 années de recherche. Et de l'autre, un guide vers des outillages en open source. Et d'ailleurs, Edouard, dans votre juste en bas, vous allez avoir accès au site du Laboria pour avoir directement pour les consulter, puisque donc, nous, là, vous allez juste voir des captures d'écran. Si vous souhaitez le voir en temps réel, allez-y. Donc, ce guide du déploiement, il héberge des connaissances explicitées, illustrées, vulgarisées, pour parler des bons messages et surtout présenter les grandes avancées en termes de connaissances produites par le Laboria Exploré. Ensuite, de l'outillage et des ressources plus classiques, vous verrez, podcasts, etc., pour poursuivre la réflexion. Si cela vous chante, vous allez avoir également des questions clés, et vous verrez, je répète ce qu'a dit Yann, c'est bien de l'aide à la réflexion, au questionnement, et donc ces questions clés, c'est un peu le guide dans le guide de déploiement qu'on vous présente ici. C'est à destination des dirigeants des TPE-PME parce qu'on estime que c'est un guide qui concentre finalement à la fois toute l'essence de nos recherches, mais aussi un petit peu les grandes balises pour un dirigeant qui ne saurait pas comment aborder le sujet, parce qu'il n'est pas forcément conseillé ou qu'il se sent esselé sur la question. Néanmoins, tout curieux sur la dimension IA au travail, impact de l'IA au travail, trouvera des réponses dans ce guide. Et toute personne aussi qui veut évangéliser, expliciter ces questionnements complexes, puisqu'on n'a pas toujours les réponses, pourra s'en servir pour illustrer son propos auprès de ses collègues. C'est également un guide qui est utile pour notamment les IRP et les préventeurs, pour être la base d'un dialogue social technologique, qui était d'ailleurs l'objet du webinaire 2, et qui va vraiment permettre d'avoir aussi des questions structurantes et un mode d'emploi que je vous présenterai à la fin pour mettre en place un dialogue social technologique qui fonctionne. Donc, dans ce guide, il est disponible en format digital sur le site. Donc, Edouard a indiqué le lien, en tout cas, moi, il est en bas à gauche. Et vous pouvez également, il est conçu pour l'impression, si vous voulez le diffuser dans votre entreprise, le laisser à la machine à café comme une lecture utile, n'hésitez pas. Tac. Donc, dans ce guide, vous allez trouver à la fois un premier éclairage sur les rôles et les responsabilités dans l'entreprise. Il n'y en a pas que 2. Il va y avoir les décideurs, les concepteurs, les intégrateurs, les utilisateurs, les IRP et les préventeurs. C'était très important pour nous de présenter l'ensemble de ces parties prenantes parce que justement, trop souvent dans les technologies ou dans les transformations technologiques précédentes, on a souvent parlé du concepteur et de l'utilisateur. Et cette logique un petit peu binaire, elle ne marche pas dans les systèmes d'IA, qu'on parle d'IA ou d'IAG, puisqu'il y a un grand nombre de parties prenantes qui vont participer à la décision, à la co-conception de cet outil. Du moins, la co-conception, pour nous, c'est une des clés d'adoption ou de réussite lorsqu'on pense un système d'IA. Donc, c'est pour ça qu'on a largement pris le temps de détailler ces rôles pour les comprendre. Et le premier défi, finalement, pour quelqu'un qui se saisit de la question du déploiement de l'IA dans l'entreprise, c'est de définir qui a quel rôle et comment je vais créer une forme de méthodologie de déploiement fonctionnelle. Et on va parler également de gouvernance. Vous allez également avoir, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des résultats de recherche illustrés. Donc là, c'est un des grands points dont vous aviez peut-être déjà entendu parler pour les plus fidèles, qui est le défi de trouver le compromis de rationalité en entreprise et de développer des configurations capacitantes de l'IA. C'est quelque chose que Yann nous a probablement déjà expliqué, mais c'est le défi d'être, en tout cas, ce défi de l'IA, c'est nous sommes sur une ligne de crête. Et sur cette ligne de crête, on a toujours la possibilité de glisser d'un mont, de part et d'autre, et de venir dans une configuration qui va être aliénante pour le travailleur. Pourquoi ? Puisque d'un côté, on a une rationalité qui est celle du décideur. Le décideur, lui, va
trouver un système d'IA qui va lui permettre, lui offrir des gains de productivité, du moins c'est ce qu'il va rechercher. Il va chercher une licence pas chère, une capacité à faire le travail plus rapidement, du moins ça va être sa quête. De l'autre, on a le travailleur qui, lui, dans sa rationalité du travail, il va avoir une sensibilité, du moins son bien-être va se composer, son épanouissement au travail va se composer de différents pôles. Ça va être le rapport à la reconnaissance, le rapport à son savoir-faire, à la préservation de son savoir-faire, le rapport à la surveillance. Et donc, tous ces éléments-là, s'ils sont entretenus, valorisés, vont permettre d'être dans une configuration capacitante. Le défi, donc, c'est d'associer ces deux rationalités, du moins de trouver le compromis. C'est pour ça qu'on l'illustre ici avec ce petit point noir. Et donc, en trouvant le compromis, donc en parvenant à rester sur cette ligne de crête, on va trouver un sens à la rationalité du décideur qui se dit j'ai un système d'IA qui est au bon endroit et qui, en tout cas, ne met pas trop en risque mon travailleur. Et on a trouvé une configuration pour le travailleur qui lui permet d'être en capacité en utilisant le système d'IA et non pas aliéné. La logique d'aliénation arrive très vite, en fait, si on n'en mesure pas les risques. Je tease le futur outil autodiagnostic. Donc, ce système, en tout cas, ce petit visuel illustre une notion assez complexe, mais centrale pour nous, du moins dans les recherches qui ont été menées. Et je vous laisse le temps d'en prendre connaissance chez vous. Vous allez également avoir des bonnes pratiques et des conseils au sens très simple du terme et très activable, parce que là encore, on se demande, bon, bah ok, maintenant j'ai compris, je fais quoi? Donc voilà, très simplement, on va parler de logique d'acculturation, de formation, de choix de solutions, mais aussi d'identification des rôles et des parties prenantes, comme on vous l'a dit plus tôt. Vous allez avoir l'accès à l'outillage que je vais détailler juste ensuite. Donc, différents outils pratiques et accessibles en ligne gratuitement sur le site du Laboria. Et en dernier lieu, vous allez avoir un petit mode opératoire, il me manque la capture d'écran, de comment mettre en place un dialogue social technologique. C'était l'objet du précédent webinaire. Ça semble assez complexe pour certains qui ne sont pas forcément du côté des IRP, mais on a tenté de mettre en place une rapide méthodologie pour pouvoir engager et structurer ce dialogue social technologique qui est encore à ses prémices. Super, merci beaucoup Enora. Alors pour ceux qui découvrent un peu notre travail, quand on entend compromis de rationalité, on n'est pas sur ou un dialogue social technologique, pas par le dialogue social technologique, on n'est pas sur un compromis en disant tu me donnes ça, je te donne ça, je renonce à ça, tu renonces à ça. Notre vision du compromis de rationalité est attrait aux situations de travail. Et pour nous, le compromis de rationalité, c'est orienté vers le bon travail. C'est-à-dire ce que l'on cherche à mettre en place, c'est un échange qui permet de converger sur ce qu'est le bon travail avec l'intelligence artificielle. Et le conflit de rationalité émerge spécifiquement d'un outil qui est parfois fonctionnel, mais pas utile, ou qui vient plutôt apporter de la charge plutôt que de la décharge, ou qui vient agacer parce que finalement, le sentiment de l'utilisateur, c'est que ce que l'IA vient apporter comme information ou vient apporter comme contribution est décalé par rapport à ce qu'il vit dans la situation de travail. Et donc, le compromis de rationalité, c'est véritablement de regarder dans quelle mesure, très tôt, on peut mettre le bon travail au centre du sujet, et de voir l'IA non pas comme le centre du sujet, mais comme l'outil pour faire du bon travail. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de dégager à travers toutes les ressources qui ont chacune une granularité différente. Là, on est sur un guide un peu global, et puis vous allez voir que dans d'autres sujets, on va sur des choses peut-être un peu plus précises. Et c'est pour ça que Nora l'a bien dit, qu'on est sur un petit chapeau, puisqu'il vient embarquer les deux autres ressources. Donc, merci Enora. Et puis, je te laisse passer à la ressource suivante. Et je compléterai peut-être par une illustration d'un cas d'usage que j'ai pour à quoi peut vraiment servir ce guide de déploiement. On pose des questions un peu structurantes, comme je vous disais, pour trouver le compromis de rationalité. Nous, on a accompagné un acteur de l'audiovisuel
et en interrogeant justement la compréhension, en interrogeant vraiment la réalité du travail d'une part et le dirigeant de l'autre, on s'est rendu compte justement d'une configuration aliénante. Des documentalistes au sein de cette entreprise d'audiovisuel se retrouvent à indexer des vidéos puisque le décideur a décidé de mettre en place un système d'analyse sémantique pour aller plus vite. Et ces personnes, où on leur promet à la base une forme de gain de temps dans leur activité, se retrouvent finalement dans une activité à 80% de clics, donc d'indexation, et à 20% un travail de documentaliste qui était le cœur de leur valeur, donc qui était le cœur de leur savoir-faire. Et donc, quand justement on vous expose la rationalité du travailleur, c'est mais moi, ça ne m'épanouit pas pendant 80% de mon temps de cliquer, je me sens bête. Et donc, d'un côté, on a un système qui est pas si efficient parce que il passe plus de 6 mois à le configurer et il marche pas très bien. Et de l'autre, on se retrouve sur une promesse qui est pas tenue et donc des personnes qui sont en perte totale de leur savoir-faire, de leur rapport à la reconnaissance au travail et qui n'ont plus aucune responsabilité. Et donc voilà, c'est ce qu'on expliquait. Ça, c'est probablement le mauvais choix de mettre une IA à cet endroit-là ou un système d'IA. S'il y avait eu un dialogue au préalable de est-ce qu'on le met à cet endroit, quel impact ça va avoir sur mes travailleurs ou sur ce métier spécifiquement, probablement on n'aurait pas forcément recommandé collectivement ce système d'IA. J'en viens au deuxième point qui est l'outil carte que vous avez vu juste ici. Et ben non, c'est pas l'outil carte, c'est l'autodiagnostic. C'est une belle introduction, ce que je viens de dire là en termes de cas d'usage pour vous présenter l'autodiagnostic, puisque l'idée c'était d'aller un petit peu plus précisément sur le défi des responsabilités du travailleur. Je vous en ai évoqué quelques-unes. C'est Ian Ferguson qui les a conceptualisées il y a quelques années, et l'idée c'est de les appliquer pour comprendre les risques de l'IA sur le travailleur. Ces 6 dimensions, c'est les relations sociales ou humaines, la responsabilité, l'autonomie, la reconnaissance, le savoir-faire et la surveillance. Et l'idée, c'est de créer une nouvelle grille de lecture qui est quand je veux déployer ou même expérimenter un système d'IA, si je le passe à la moulinette de ces 6 dimensions qui sont propres à chaque travailleur, quels vont être les impacts de mes systèmes d'IA sur ces dimensions. Et cet autodiagnostic, donc il faut considérer un petit peu comme, prenez-le comme un quiz L, mais pas trop, puisqu'en fait le bilan a de l'importance, mais pas tant. C'est vraiment le questionnement collectif, donc en essayant de remplir les petits oui-non, qui vont vous amener à structurer finalement vos convictions sur est-ce que je dois ou pas expérimenter ou déployer ce système d'IA. Donc, si je dois le replacer, cet autodiagnostic, dans l'entreprise ou dans un processus de travail, il serait idéalement situé dans une gouvernance de l'IA. Vous mettez en place un comité qui va décider ou non, au début, de lancer une expérimentation, un déploiement. Et ça, si collectivement, vous parvenez, lorsque vous avez une idée d'un système d'IA ou même un logiciel en tête que vous vous apprêtez à déployer, faites l'exercice de remplir cet autodiagnostic. Je pense vraiment que ça va à la fois soulever des risques que vous n'aviez pas forcément soulevés au préalable, et ça va être très structurant pour la suite, pour adopter finalement un cycle et une méthodologie de déploiement qui fait sens. Donc, de mettre en place, en fait, selon nous, l'autodiagnostic, il n'est pas forcément individuel, il est surtout une des fondations d'un cadre, on va dire, d'une IA éthique en entreprise. Et donc, en remplissant ces questions qui sont assez simples à comprendre, vous allez vous rendre compte que justement, un système d'IA, c'est pas juste une licence pas chère. Et en fait, c'est un peu rigolo d'aller expérimenter ça dans mon équipe communication. Si on passe dans la moulinette de cet autodiagnostic, on va se rendre compte qu'il y a des risques, qu'il y en a toujours. Et la question, c'est dans quelle mesure j'assume le niveau de risque qui est associé à ce système d'IA. Est-ce que je suis en capacité de le gérer ? Est-ce que je suis en capacité de l'assumer vis-à-vis de mes IRP, de mes préventeurs ? Et comment, s'il y a beaucoup de risques, j'abandonne le projet ? Ou alors, comment je l'encadre ?
avec un DUERP, enfin avec plusieurs modalités qui existent déjà. Mais voilà, comment je vais encadrer toutes ces actions de déploiement. Je te laisse compléter, Yann, avant de parler peut-être Oui, d'une ouais. expérimentation Alors, d'entreprise. d'abord dire que vous avez voilà, pas forcément accès aux questions. Vous voyez un peu les grands thèmes et peut-être que vous vous dites, mais finalement, ces grands thèmes sont assez communs. On les connaît, ils sont assez documentés par ailleurs et c'est volontairement qu'on a repris des vieux thèmes et reprenant un peu ce que disait Jean-Gabriel Ganassia, l'expert en IA, le chercheur en IA, il disait l'IA reprend des très anciennes questions, mais on les reformule dans des nouveaux termes. Voilà. Et donc, on a délibérément on va dire, mis en chapeau de ces questions des thèmes connus, classiques, de telle façon à ce que chacun trouve ses repères dans le niveau de questionnement qui est proposé, mais derrière, les questions qui sont posées sont le fruit de nos travaux de recherche et de ce qui nous semble être des questions un peu fondamentales à se poser. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter chez un industriel qui développait une solution dite de réordonnancement. Donc, une solution de réordonnancement, c'est une solution qui essayait, par un système d'IA, d'adresser directement à des opérateurs industriels leur nouvelle journée de travail en raison d'une incapacité constatée par l'IA à mettre en œuvre la journée de travail qui était prédite dans leur planning initial. Et donc jusque-là, il y avait un planning manager qui était lui-même en situation d'avoir à analyser la nouvelle situation. Il manque une ressource humaine ou une machine qui dysfonctionne et qui allait replanifier les journées de travail des collaborateurs. Et là, l'idée, c'était que l'IA captait un certain nombre d'informations et allait envoyer directement à l'opérateur sur, par exemple, son smartphone, son nouvel agenda de la journée, considérant les difficultés rencontrées pour déployer la journée qui avait été prévue initialement. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé cet autodiagnostic et entre toutes les parties prenantes d'un projet, et je leur avais demandé d'abord de répondre aux questions individuellement. Voilà. Et quand on est passé en collectif, ce que ça a montré, c'est que en fonction du niveau de questionnement qui impliquait leur expertise, ils n'avaient pas répondu la même chose. Voilà. Certains avaient dit oui, d'autres avaient dit non à des questions. Et donc, une manière de piloter l'échange a été de dire, OK, pourquoi toi, en tant que planning manager, tu penses que cette solution impacte les relations humaines, problème qui n'était pas perçu par le développeur de la solution. Parce que lui, il n'avait pas vu que, eh bien, finalement, cette solution allait escalader le planning manager et que dans le moment où le planning manager disait aux collaborateurs, voilà quel est ton agenda de la journée, eh bien, pouvait s'échanger des informations qui avaient trait à d'autres dimensions de la journée, voilà, ou expliquer pourquoi cette journée prévue ne pouvait pas se réaliser. Et donc, le planning manager disait, moi, je vais perdre du lien avec mes équipes. Je vais perdre du lien avec les équipes. Et donc, on avait comme ça, par étapes, d'abord répondre individuellement, puis après constater qu'on n'a pas répondu de la même façon, on avait pu le réaliser. Puis ce qui est important aussi, en lien avec ce qui avait été dit dans le webinaire précédent, quand on avait présenté les outils d'IA, par exemple, c'est de renouveler régulièrement l'exercice. C'est-à-dire ne pas se dire on l'a fait à temps zéro, c'est bon, c'est réglé, on a les bonnes cases, on a des oui, on a des non. Le sujet n'est pas le nombre de oui et le nombre de non, c'est la qualité des questions que vous posez et la qualité du temps que vous passez à répondre collectivement, individuellement et collectivement à ces questions. Voilà. Et c'est important de revenir parce que il y a des phénomènes émergents, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver 6 mois plus tard, qu'on n'avait pas identifié à temps zéro. Et d'ailleurs, c'est important. Si je vous rappelle que le rapport du Laboria sur l'IA au travail a été réalisé à l'issue d'une méthodologie dite longitudinale. C'est-à-dire que nous sommes revenus à 3 reprises sur les mêmes terrains sur une période de 12 mois pour précisément constater la dynamique de ces transformations et montrer que des questions pouvaient apparaître, d'autres qui avaient l'air très importantes en début de projet le sont moins. Certaines questions relèvent des propriétés socio-techniques de l'IA, pardonnez-moi ce vilain mot, d'autres relèvent plutôt
des enjeux de transformation plus ordinaires. Donc, on a essayé vraiment de revenir pour qualifier cette dynamique spécifique à l'IA et un peu itérative, hein, du fait que l'IA est une technologie non déterministe et apprenante. Voilà. Donc, je vous renvoie à la citation d'Einstein, hein, quand il disait que s'il avait 1 heure pour traiter un problème, il passerait 55 minutes sur les questions et 5 minutes sur les réponses. Eh bien, voilà, on a envie d'emboîter son pas et de dire, si vous avez 1 heure à consacrer à une réflexion sur l'IA, passez 55 minutes à vous poser des questions et 5 minutes à formuler les solutions. Voilà, parce que les principaux problèmes viennent d'une approche qui est beaucoup basée sur les solutions et passée sur les questions. Et Nora, je te passe le relais pour la dernière ressource. Donc, comme juste vous l'aurez compris, il y aura souvent probablement beaucoup de oui, beaucoup de risques en suspens. Et la question sera donc comment je vais diminuer mes risques et comment je les gère. J'en reviens juste sur donc très concrètement comment l'utiliser puisque je vois les questions dans le chat. Yann l'a très clairement dit. Il est utile au temps zéro. On le préconise dans le cadre d'une gouvernance. Voilà, si vous l'avez déjà mis en place, c'est un véritable outil pour vos comités, notamment les comités opérationnels où on ne parle pas juste que de déploiement d'outils et de fonctionnalités techniques, mais ça vaut le coup de le remplir. Il sert aussi en temps zéro pour un dirigeant qui se retrouve esselé et qui voudrait quand même se poser des questions, donc comme un agent interactif. Et il sert en temps zéro comme une forme de prise de conscience de ces critères de responsabilité pour vous guider tout au long de l'expérimentation. Ensuite, donc là, on vous le conseille régulièrement de manière collective et ensuite une synthèse partagée, c'est vraiment très utile. Voilà, dans les bonnes pratiques, c'est vraiment votre boussole pour les différents projets. Et pardon, j'oubliais, en temps zéro, il peut être également utile, nous on l'a utilisé dans ce contexte-là, comme un outil d'acculturation, je vous l'ai dit, mais confronté non pas cette fois à des SIA en déploiement, mais du design fiction. Vous pouvez tout à fait vous projeter dans des scénarios de problématiques que vous avez en suspens, où vous auriez l'intention, l'intuition d'équiper ou de régler cette problématique par un système d'IA et confronter cette fiction, même si elle n'est pas parfaitement claire à cet autodiagnostic, vous éclairera largement sur quelle est la trajectoire à prendre pour cette solution. En tout cas, nous, cette dernière année, on a confronté cet autodiagnostic dans ce contexte, puisque beaucoup d'entreprises n'ont pas encore expérimenté des systèmes d'IA. Et donc, on est moins en rétro-ingénierie qu'en phase de conception-fiction. Et il marche très bien dans ce contexte-là. Je viens au dernier jeu de cartes pour ensuite répondre à vos questions. C'est le plus important. Ce jeu de cartes, il est plus exploratoire. Vous allez voir, on a une méthodologie d'intégration qui est beaucoup plus floue. Pourquoi ? Puisqu'il se remet dans les mains d'un petit peu toute personne qui voudrait discuter de l'IA en entreprise, de cette thématique de l'IA au travail plus spécifiquement et qui ne saurait pas comment l'amener. Donc là, ça vient vraiment du travailleur, le décideur, l'équipe, le CSE s'il le souhaite, voilà. L'idée, par contre, c'est de le faire à plusieurs. C'est l'unique condition de ce jeu de cartes. Seul, ça peut marcher, mais c'est un tout petit peu moins rigolo. Ce jeu de cartes, il va combiner à la fois les critères de responsabilité qu'on vous a présentés juste avant, mais il va également mettre en discussion les rôles et les responsabilités. Comme on vous l'a dit, c'est particulièrement structurant pour les systèmes d'IA d'identifier les rôles et les responsabilités et les défis associés pour chacune de ces parties prenantes. C'est pourquoi on va définir la notion, et cette fois, toutes ces définitions ne sont pas du tout portées sur ce qu'est l'IA en termes de fondamentaux. On estime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a plein d'autres outils pour ça, mais c'est vraiment définir ce qu'est le savoir-faire, définir ce qu'est la préservation des relations humaines en entreprise, définir le rôle du manager ou du décideur ou du concepteur, une rapide définition et ensuite des questions. Et c'est là que vous allez pouvoir poser vos questions, l'idéal étant dans un petit groupe de 10 à 15 personnes maximum et de mettre en discussion toutes ces questions pour en fait dessiner peut-être cette première gouvernance ou un premier dialogue social autour de ces questions. Donc, c'est vraiment une amorce et vous vous en saisissez comme vous voulez. Il n'y a pas de points attribués. Voilà, c'est encore une fois un jeu de cartes
pour rendre le questionnement sympathique et aussi constructif, puisque l'idée, comme vous l'a dit Yann, c'est de passer 95% de son temps à se poser des questions. Et nous, notre défi, c'est de vous faire vous poser les bonnes questions. Donc, ce jeu de cartes, il est aussi accessible en ligne. Vous avez un petit lien cliquable sur le côté à gauche et vous pouvez l'imprimer. Plus difficile d'y jouer en ligne pour celui-ci. Voilà de quoi ce qu'on voulait vous présenter. Comme vous voyez, des niveaux de granularité différents, des schémas d'introduction qui sont différents, mais un état d'esprit qui est le même, c'est-à-dire aider à réfléchir, aider à se poser des questions. Évidemment, quand on crée un ensemble de ressources, même si on a une cible, on vous l'a dit, qu'on était plutôt sur les TPE-PME, non pas parce qu'elles auraient des sujets particulièrement spécifiques, mais surtout parce qu'ils ne sont pas forcément équipés, accompagnés, elles n'ont pas forcément les ressources pour être accompagnés sur ces sujets-là. Mais quand on essaie d'être un peu œcuménique, forcément, on peut passer à côté des spécificités sectorielles, des spécificités métiers. Je dis ça parce qu'il y a une question qui est est-ce qu'on peut l'intégrer pour les travailleurs sociaux, etc. Alors, je dirais que en gros, ce que l'on propose comme méthodologie nous semble pertinent pour traiter tous les sujets, mais il y a des initiatives aujourd'hui qui ont été menées par des organisations, des équipes de recherche ou des équipes d'accompagnement des transformations qui ont décidé de s'en emparer pour faire une nouvelle version plus adaptée à des spécificités. Par exemple, actuellement, vous avez un accompagnateur de la transformation des collectivités qui est en train de mettre en place une version open source. Je les laisserai gérer le calendrier de leur valorisation, mais évidemment, on ne manquera pas de souligner ce travail pour aller chercher la spécificité des collectivités territoriales. Il y a récemment un expert sur la transformation de l'intégration de l'IA dans la salle de classe qui a aussi fait récemment proposer une déclinaison dans la salle de classe. Voilà, donc on voit que c'est aussi une façon de prendre l'outil, c'est de dire ok, ça m'intéresse, mais je pense qu'il y a plus précis, plus pointu à faire dans mon domaine. Eh bien, n'hésitez pas aussi. Ces outils sont pas gravés dans le marbre, ils ont pas, voilà, on n'est pas dans un modèle fermé. On est sur un modèle ouvert. Voilà, on est sur de l'open source, on est sur du partage. Et si vous-même vous réélaborez une proposition s'inspirant de la nôtre parce que vous la trouvez pertinente, mais qui nécessite encore, j'irai pour le dernier kilomètre de vos réalités à vous, eh bien de l'adaptation, n'hésitez pas à le partager. Et nous, on peut être relais aussi Laboria, le mettre en avant. Évidemment, c'est très gratifiant que nos outils soient repris. Et n'hésitez pas à le partager. Nous, on sera là pour le valoriser, le cas échéant, si on estime que vraiment il y a une vraie proposition. Voilà. Et j'ajouterais que au-delà de le tordre à vos propres problématiques, déjà, on estime que ces outils sont des bonnes balises pour le travail et amener ces sujets dans les entreprises. Néanmoins, et c'était ce véritable défi de vous offrir de la souplesse, mais néanmoins, ces outils se combinent pour dessiner une forme de méthodologie. Je vous l'ai dit au tout début, il y a un défi d'acculturation. Cette acculturation, vous pouvez la dessiner sous la forme d'un plan qui vous est propre. Par exemple, déposer le guide de déploiement dans la salle de pause, ou imposer sa lecture en amont d'un temps je sais pas, sur l'heure de midi du jeu de cartes pour explorer les rôles et les responsabilités. Et lors, je sais pas, d'une matinée dédiée, mettre en place un premier comité, temps de dialogue social autour des systèmes d'IA que vous voudriez déployer, ou alors des situations professionnelles que vous estimez problématiques aujourd'hui ou probablement impacté par l'IA, et mettre tout ceci en discussion avec l'autodiagnostic. Voilà, donc libre à vous aussi de créer
les temps où vous pouvez intégrer ces outils. Il y a d'autres outils qui existent, les combiner pour créer votre propre méthodologie d'accompagnement en entreprise et surtout forger vos convictions pour dessiner un modèle de gouvernance de l'IA qui est éthique et qui permet surtout d'assurer une forme de pérennité, puisque les questions, l'important, c'est aussi de continuer à se les poser dans le temps. En fait, c'est une des conditions de l'IA éthique. C'est nous, quand on parlait de co-conception, c'est de la co-conception tout le temps et partout. Et donc, ça veut dire que c'est comment je crée des instances qui fonctionnent tout au long du déploiement de ce système d'IA. Et ça, c'est un véritable défi. Les outils peuvent complètement servir la démarche. Voilà, c'était ce que j'avais principalement à dire sur la méthodologie. Et ça, chaque entreprise a sa propre méthodologie. Voilà, donc il y a une question, et puis après je vais laisser Julia éventuellement nous évoquer les questions qu'elle a repérées, mais les outils adaptés, ils sont à la main de ceux qui les produisent. Ils vont communiquer avec nous pour nous informer et le cas échéant, nous on pourra les valoriser ou communiquer sur le fait que ces outils sont sortis, mais on va pas divulgacher leur propre travail. Il y avait une réflexion sur des règles du jeu de cartes. Voilà. Nous sommes toujours soucieux du bon curseur, de la définition de ces outils, et en même temps, on ne veut pas être excessivement guidant. Je dirais que on essaie de faire une proposition qui est la plus structurée possible, et en même temps, comme on vous l'a dit avec Enora, on a observé différentes méthodologies d'introduction. On a vu des communautés s'en emparer de façon qui ont pu nous-mêmes nous surprendre, et on pense qu'il y a quand même voilà, il y a quand même une vraie valeur de ceux qui s'inspirent ou qui utilisent les outils à à designer leur propre schéma de discussion, leur propre demi-journée, leur propre séminaire, etc. Et je dirais la façon dont vous vous emparez est très riche d'enseignements pour nous. Donc on met beaucoup de précautions, surtout sur la philosophie de ces outils, pour dire c'est pas des outils d'aide à la décision, c'est pas quelque chose pour le manager du changement qui coche les cases et dit c'est bon, là j'ai pas bon, donc voilà, c'est pas un test c'est pas un sondage ou un test d'un magazine pour savoir si on est bon, si on n'est pas bon. Voilà, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit collectif, d'aide à la réflexion collective. Et puis après, les schémas d'introduction, j'ai envie de dire, voilà, ils sont pour vous, quoi. Hein. C'est à vous de les inventer. Julia, je ne sais pas si tu as quelques questions qui te semblent. Oui, Voilà, on a eu pas mal de questions, quelques-unes auxquelles vous avez pu répondre au fil de l'eau. Une qui est revenue à 2 reprises, un petit peu aussi en lien avec la sectorisation entre guillemets du sujet. Comment est-ce que ça s'adapte en fonction des secteurs d'activité, en fonction des types aussi d'entreprises, des types d'organisations. Et puis une question, donc 2 questions sur finalement, quelle est la place aussi de l'IA générative dans les questionnements, dans les outils qui ont été créés, et voilà, quelles sont un peu les spécificités, et puis comment est-ce qu'on adapte aussi tous ces outils dans le cadre de l'IA générative. Alors sur l'IA générative, alors pour être tout à fait transparent, quand nous avons commencé les travaux de recherche sur l'année 2022, l'IA générative apparaît au grand public en novembre 2022, donc on avait déjà 1 an de travaux. Et puis j'ai envie de dire, voilà, il y a une forme de biais d'engagement, c'est-à-dire que vous avez démarré quelque chose et puis vous voulez aller jusqu'au bout, et c'est posé la question de savoir si on pivotait fortement sur l'IA générative. Il faut savoir que Laboria n'est pas un programme qui fait de la technologie le cœur de sa réflexion. Le travail est le cœur de notre réflexion. Et la technologie vont très vite, il y a des buzz toutes les semaines. Et si on était en permanence accroché à la dernière hype du moment, on passerait notre temps à changer notre feuille de route. Donc, on a plutôt décidé de poursuivre tout en observant ce phénomène, en participant à des initiatives, notamment avec le Francia, qui avait été chargé de rédiger un position paper auquel Matrice et le Laboria ont largement contribué sur le sujet travail. Nous avons apporté notre expertise sur le sujet. Aujourd'hui, dans la feuille de route actuelle, l'IA générative est évidemment
pris en compte, mais toujours par l'approche du travail. Notamment, nous avons une réflexion déjà qui va être publiée sous la forme d'un rapport qui est en cours de finalisation sur, par exemple, le sujet de l'IA générative, comment il est traité par les établissements supérieurs, qui est des métiers de la création artistique. Hein. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important pour nous. Mais aujourd'hui, le sujet de l'IA générative est aussi porté par les pratiques spontanées des collaborateurs. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des salariés qui utilisent des solutions qui n'ont pas été validées par leurs responsables et ils le font de façon plus ou moins secrète. Et je pense que, voilà, nous pensons que, de certaine façon, les questions que l'on pose sont aussi pertinentes dans ce schéma d'introduction-là. C'est-à-dire le schéma d'introduction dans lequel on a pensé ces outils, c'est l'IA est une initiative de l'employeur. Et puis derrière, les employés travaillent et essaient de voir comment ça impacte leur travail. Et puis des fois, ne sont pas toujours très favorables. Et puis là, on a l'initiative d'employé, mais ce n'est pas parce que c'est une initiative d'employé que ces questions ne sont plus pertinentes. Pourquoi ? Parce que ces initiatives sont assez secrètes et dans cette initiative personnelle peuvent se jouer des sujets de reconnaissance. Beaucoup de personnes qui cachent leur usage ont très peur qu'on ne reconnaisse plus leur travail le jour où ils vont admettre qu'ils utilisent l'IA générative depuis 6 mois. Voilà. Se posent aussi les questions des relations sociales, des relations professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'utilisateurs spontanés de l'IA au travail l'utilisent sur des usages où auparavant ils sollicitaient de la collaboration sociale, de la collaboration des collègues. Quand je brainstorm avec l'IA, je ne brainstorm plus avec mes collègues. Et donc, voilà, ce n'est pas parce que, quelque part, on pourrait penser qu'il y a une parenthèse un peu romantique où finalement, c'est le collaborateur qui fait son truc dans son coin avec l'IA et ça lui sert à lui plus qu'à à son employeur. Non, non, ce sont des vrais sujets qui se posent aussi, mais qui ne peuvent pas se poser quand on reste dans le secret. Voilà. Et donc, je crois que c'est important et je pense que dans ce cadre-là, dans cette approche plutôt bottom-up de l'IA, eh bien, les questions que l'on pose se pose aussi. Alors peut-être que le poids des questions est moins important. Hein. Peut-être que les sujets de reconnaissance, de relations humaines sont plus importants, de savoir-faire aussi sont très importants. La question de l'autonomie aussi. Peut-être que la question de la surveillance et du contrôle semble moins important. Et encore, hein, on sait que beaucoup de collaborateurs préfèrent la solution qu'ils payent de leur poche à la solution que leur employeur pourrait payer pour eux, parce qu'en fait, ils ont très peur que leur employeur ait accès aux conversations qu'ils ont avec l'IA. Donc, ils ont le sentiment que, que l'employeur ait accès aux conversations du collaborateur avec l'IA pourrait être un moyen de contrôler son travail. Donc, on voit bien que finalement, les questions que l'on pose, de mon point de vue, en fait, fonctionnent assez bien aussi dans ce cadre-là. Je ne sais pas si Magali ou Nora, vous voulez apporter un autre niveau de réponse. J'ajouterais que en parallèle, Matrice en parallèle du Laboria, a accompagné cette dernière année, plusieurs entreprises sur justement les sujets de l'IA générative. Et j'appuie ce que disait Yann, la totalité des conclusions et les matrices de questionnement qu'on apporte s'appliquent parfaitement à l'IA générative. Et en effet, il s'agit plutôt d'une pondération des questions et des dimensions, avec peut-être, s'il y a quelque chose de plus spécifique aux IA génératives et notamment à cette logique de Shadow AI, hein, puisqu'en fait, c'est pas le système d'IA là qui est particulier dans l'IA générative, c'est plutôt la manière dont le système d'IA arrive dans l'entreprise qui peut être un peu différent. Il y a peut-être un point spécifique, mais on l'a dit, on a moins appuyé là-dessus, on a plus parlé de dialogue social. Il y a un défi d'encadrement des pratiques, ou non. C'est un choix. Donc, c'est un défi qui est un peu parallèle à cette mise en place de dialogue social technologique, qui est comment je mets en place une gouvernance. Et donc, dans cette gouvernance, comment je mets en discussion au bon endroit mes pratiques et usages de l'IA pour les déceler dans l'entreprise et choisir si on y va ou non, si on l'encadre ou non. Donc là encore, c'est des questionnements, mais ils sont affichés. C'est juste qu'en effet, ils sont peut-être à reprioriser. J'appuierai la deuxième question, sur la partie est-ce qu'on a prévu de faire un guide d'usage général dans le cadre des chats simples dans le chat GPT. La question rejoint celle-ci qui est plutôt non, puisqu'en fait, le chat, même chat GPT, vous pouvez complètement le passer à la moulinette des questionnements qu'on vous a posés là. Vous y trouverez probablement de nombreuses réponses, éclairages ou autres questionnements structurants. Est-ce qu'on a utilisé l'IA pour élaborer ces ressources ?
Non, étonnamment non. Pourquoi? Puisque c'était des recherches authentiques et l'idée étant de les convertir en outils. Et donc là, il y avait un véritable défi d'ingénierie et de design avec un véritable travail de fond à de nombreuses mains, probablement une trentaine de collaborateurs qui ont relu, complété, enrichi. Et donc là, il y a pas eu d'IA, il y a pas eu d'IA à cet endroit-là, et c'est plutôt une fierté puisque Ouais. ça devient un peu trop rare. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont penchés sur ces ressources avant qu'on les publie. Évidemment, toutes les équipes du ministère du Travail, de la MADEC, de la Direction générale du travail, et puis aussi de l'ANACT, qui nous a aussi apporté un regard extrêmement exigeant et rigoureux. Alors quand on commence à citer, on en oublie. Donc si j'en oublie, voilà, remercier toutes ces personnes qui ont contribué à faire en sorte que ces ressources soient, d'un point de vue, je dirais, très large, suffisamment robustes pour être publiées et partagées avec vous. Merci Yann et Nora, juste j'en profite de ce petit blanc donc pour cette présentation et ces éléments d'éclairage précieux. Je profite également une question dans le chat sur les OPCO. Les outils sont-ils portés par les OPCO? Alors je dirais pas encore, pas à ce stade. On est en train de mener une réflexion un peu globale avec Front Stratégie, notamment sur l'offre de services des OPCO, et bien sûr on pourra s'interroger et voir comment ils peuvent être portés, mis à disposition. Voilà. Je crois que la Magali rappelle de manière opportune le fait que le Laboria est en synergie avec tous les acteurs de l'écosystème travail emploi formation qui se posaient énormément de questions. Pour nous, c'est un sujet à temps plein. Le sujet de l'IA au travail, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les autres. Donc c'est pour nous une possibilité d'apporter, de recevoir aussi, d'animer parfois l'écosystème autour de ces sujets-là, et puis parfois d'être nous-mêmes animés. C'est par les initiatives, et notamment l'initiative de France Stratégie auquel nous allons contribuer, et de porter aussi les sujets, je dirais, en transverse. Voilà, c'est ça l'intérêt d'être à temps plein sur le sujet, c'est que vous avez un écosystème extrêmement pertinent sur le sujet des conditions de travail, vous avez un écosystème extrêmement pertinent sur le dialogue social, un écosystème très pertinent sur le sujet des formations et des compétences, et en aucun cas on se substitue à ces acteurs, mais notre force, c'est de pouvoir traiter le sujet dans toutes ces dimensions en simultané. Voilà. Et parfois, de pouvoir mettre le doigt sur les angles morts qui peuvent naître du fait que les sujets sont portés par différents acteurs. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on veut pouvoir amener, c'est cette vision, je dirais, articulée de tous les enjeux, là où il y a des acteurs qui portent certains enjeux spécifiques qui sont dans leur ADN, dans leur histoire, et avec lesquels nous coopérons quotidiennement. Voilà. Un grand merci à toutes les participantes, tous les participants pour ce webinaire qui touche à sa fin. N'hésitez pas à continuer à consulter notre site web, à nous écrire aussi par email si vous avez des questions. Et puis, on espère vous retrouver très vite puisque les travaux du Laboria continuent, qu'on prend en compte toutes vos questions, tous vos retours pour ajuster, pour adapter, pour continuer les travaux. On est ravis de vous avoir vu aujourd'hui et de vous retrouver très bientôt. Un grand merci aux intervenants, un grand merci à tous. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Julia. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.